Vous êtes en direct. Donc, bonjour à tous, bonjour Youssef. Bonjour. Bonjour. Il y a pas Bien. de spectateur. Est-ce qu'on attend On pas va 5 attendre. minutes? Oui, si, il faut attendre. On attend 5 minutes. Faut attendre. On fait un peu monter le truc. Je vais m'afficher là-bas aussi. Ah, il y a déjà. Alors, ça va, 18h30, on n'est pas trop en retard. Ouais, ça va. J'ai une centaine de personnes. On peut commencer, à mon avis. Ah, une centaine déjà? Ok. C'est rapide. Alors, on y va. On va attendre. Ok, on commence. Bonsoir Youssef. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être ici pour ce live autour du livre L'autre Zemmour. Donc, suite à l'annonce de ce live, nous avons déjà reçu beaucoup de questions. On va donc commencer par ça. Évidemment, j'invite les téléspectateurs à poser des questions dans le chat et les questions les plus intéressantes seront sélectionnées. Nous vous les posons. Pardon. Donc, nous allons commencer. Tout d'abord, Youssef Indy, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Youssef Indy, je pense que vous me connaissez tous, mais pour peut-être les autres personnes qui me découvriront par la suite, je suis chercheur, historien, géopolitologue. J'ai écrit une demi-douzaine d'ouvrages, parmi lesquels Occident Islam tome 1, Sources et genèse messianique du sionisme, aux éditions Sigest, aussi aux éditions KA en Tunisie. J'ai un éditeur en Tunisie qui distribue pour le Maghreb. La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine, les mythes fondateurs du choc des civilisations, Occident Islam tome 2, chronique du sionisme aux éditions Contre-Culture, du Brexit aux Gilets jaunes aux éditions Sigest. Voilà, et un certain nombre d'articles, des dizaines d'articles, de géopolitique, d'études d'analyse politique, notamment concernant la France, l'Europe, le monde occidental, mais aussi le monde musulman. Je participe au think tank Strategica, qui est un think tank avec un site strategica.fr qui traite de géopolitique et de philosophie politique, avec d'autres, notamment Pierre-Antoine Plaquevent, et d'autres, avec des publications du général Dominique Delavarde, du colonel Alain Corvez, et d'autres. Donc voilà, et puis j'ai des partenaires aussi à l'étranger, comme Yuri Rochka, que je salue au passage, l'initiateur du forum de Chisinau, qui est l'ancien vice-premier ministre de Moldavie. Voilà, rapidement, j'ai donné des conférences, plusieurs dizaines de conférences en France, en Belgique, en Suisse, en Syrie, notamment aussi en Iran. Et voilà, donc voilà pour me présenter. En gros, j'ai un site internet, youssefindy.fr, où vous pouvez retrouver le gros de mes publications et conférences. Parfait. Merci Youssef pour cette présentation. Je vous en prie, merci à vous. Du coup, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, nous sommes ici autour de la publication d'un livre dont vous êtes l'auteur qui s'appelle L'autre Zemmour. Tout d'abord, nous allons poser des questions autour de ce livre. Alors pour préciser, le livre en question n'est pas encore sorti, mais la version courte et gratuite de ce livre est d'ores et déjà disponible sur le site l'autrezemmour.fr. Le livre, version longue, papier, paraîtra, si Dieu veut, en janvier prochain, en janvier 2021. Voilà. En effet. Et justement, pour cette version courte et gratuite, je crois que vous avez tout d'abord écrit sous pseudo. Donc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Alors, j'ai eu l'occasion de l'expliquer, mais je vais le refaire ici. Dans un premier temps, c'était une commande. Ce livre était un livre de commande. Je n'avais jamais eu l'intention en fait d'écrire un livre sur Éric Zemmour, le personnage m'intéressant pas spécialement, mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'il y a autour d'Éric Zemmour, derrière Éric Zemmour n'étant que l'arbre cachant la forêt. Et moi, je traite surtout de la forêt derrière l'arbre. Donc ce livre avait été une commande pour une grande maison d'édition parisienne, qui l'avait accepté dans un premier temps, mais qui a reculé par la suite. Je raconte ça dès le début de l'ouvrage, d'ailleurs, dans la version courte. Et donc par la suite, j'ai décidé de mettre en circulation la version courte, gratuitement, sous pseudo. Sous pseudo pour qu'il n'y ait pas d'a priori, et pour vérifier si les ennemis autoproclamés d'Éric Zemmour allaient reprendre à leur compte ce livre, pas pour l'origine de son auteur, mais pour ce qu'il est, pour les arguments, pour les révélations qu'il apporte. Et ce que j'ai pu constater, c'est que toute la gauche, le milieu politique de gauche, Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi les personnalités de gauche comme Bruno Gassio, Yvan Le Bolloc et d'autres, même ceux qui ont été en conflit direct avec Éric Zemmour, n'ont pas relayé cet ouvrage. À la limite, ça peut se comprendre, mais ils auraient pu au moins reprendre des arguments de cet ouvrage, ce qu'ils n'ont pas fait. Et ainsi, j'ai pu faire la démonstration d'une des thèses de mon livre, à savoir qu'Éric Zemmour est protégé par le système, pas seulement par la droite ou les journalistes de droite, mais également par la gauche. C'est-à-dire qu'il l'invective, il l'insulte, il le traite de facho, etc. Mais ce sont autant de compliments, en fait, venant de la gauche, mais jamais ils ne sortiront des rails. C'est-à-dire que l'objectif est de diaboliser Éric Zemmour aux yeux de la gauche, mais surtout de ne pas le mettre hors jeu. Or, mon ouvrage, dès le préambule en fait de la version longue, le met hors jeu dans le sens où je fais la démonstration de façon factuelle et indiscutable qu'Éric Zemmour est un plagiaire, un faussaire, puisqu'il tord les propos systématiquement des savants et autres qu'il cite, et qu'il est protégé par la gauche, qu'il a toujours couvert en fait, depuis son ascension télévisuelle. J'en fais la démonstration. Très bien, merci, c'est très clair. Et donc du coup cet ouvrage devait paraître dans une maison d'édition qui est à Pinon-sur-Rue, je crois. Donc, que je n'ai pas nommé, je ne veux pas mettre non plus dans l'embarras les personnes, etc. Chacun, le cas échéant, assumera, mais... Très bien. Mais quelles ont été les raisons invoquées par cette maison d'édition pour finalement refuser la publication du livre? Alors c'est très curieux. En fait, le patron de la maison d'édition était favorable à la publication du livre, mais cette maison d'édition appartient à un groupe plus important. Et le patron de ce groupe m'a dit textuellement que l'attaché de presse ne se sentait pas de défendre ce livre. Voilà, donc c'est un peu comme s'il me disait que sa secrétaire n'était pas d'accord. Ce qui est un peu curieux. Hein. Donc effectivement, oui, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Voilà. Mais je précise, je l'ai dit dans l'introduction de l'ouvrage, que l'éditeur en question s'est précipité pour tenir au courant Éric Zemmour de l'existence de ce livre. Voilà. Et d'après ce même éditeur, Éric Zemmour a demandé à lire le manuscrit. Voilà. Et quelques semaines plus tard, un mois plus tard, la maison d'édition a fait machine arrière et a refusé de l'éditer. Voilà. Mais je précise que j'ai déjà 3 éditeurs. Sigest, K.A. Édition, Contre-Culture. Pour les gens qui me demandent pourquoi vous ne l'avez pas publié. Le but était d'essayer de le publier par une maison d'édition qui a pignon sur rue et qui a les moyens de le promouvoir. D'ailleurs, les éditeurs en question m'avaient dit qu'ils mettraient les moyens pour le promouvoir avec plateau de télévision, journaux, etc. Ce qui m'avait surpris dans un premier temps, mais ils ont vite déchanté. Voilà. Très bien, parfait. Donc cette maison d'édition a finalement refusé la publication.
et nous savons que Zemmour en a eu connaissance. Donc Voilà. les gens tireront les conséquences. Voilà, chacun tirera les conclusions logiques. Parfait. Donc, nous allons passer au sujet du livre, du coup, Youssef Indy. Pourquoi un livre sur Zemmour? Est-ce que ce serait pas pour le buzz? Alors justement, non, enfin, comme je l'ai dit en introduction, moi je suis un chercheur, donc je travaille sur des sujets lourds, denses, sur la longue durée. Mes travaux portent sur des périodes très longues, donc du 3e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie jusqu'à nos jours, sur le Proche-Orient, l'Europe, les États-Unis, la géopolitique des blocs. Il ne m'est jamais venu en fait à l'esprit d'écrire un livre sur un personnage, sur un individu, et encore moins un chroniqueur ou un éditorialiste. La première personne qui m'avait suggéré de le faire est un ami géopolitologue qui se reconnaîtra, et j'avais trouvé l'idée absurde. Puis plus récemment, donc, quand on m'a commandé ce livre sur Zemmour, on me l'a proposé me présentant les choses comme suit. Il y a effectivement un tournant idéologique majeur en France. Éric Zemmour n'est plus seulement un éditorialiste et un chroniqueur, mais il est devenu le porte-parole d'un courant idéologique et politique que je connais bien pour l'avoir étudié, à savoir le mouvement néoconservateur pro-israélien. Et l'espace grandissant qu'on accorde à Éric Zemmour, donc, espace accordé par des membres de l'oligarchie, que je nomme, qui sont connus, hein, que je nomme, et donc je retrace un petit peu là, pour certains la généalogie, qui font partie de l'oligarchie française, des milliardaires, comme Dassault, comme Vincent Bolloré, sans parler de Serge Nedjar et Maxime Saada. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Éric Zemmour fait partie d'un dispositif puissant, néoconservateur, donc je retrace aussi les ramifications à l'échelle internationale, pour non pas sauver la France, mais plutôt la suicider, pour reprendre le titre de son livre, Suicide français. Non, effectivement, ce n'est pas un suicide. Je montre dans l'ouvrage que c'est un assassinat sur le long cours, et que Éric Zemmour, loin d'apporter des solutions, est en train d'achever, ceux qui sont derrière lui notamment, est en train d'achever ce processus de destruction de la France. D'où l'importance de ce livre. Voilà. Très bien, c'est très clair, je vous remercie. Mais pourquoi ne pas inviter Éric Zemmour directement à un débat? Ah, je lui ai déjà proposé. Je lui ai proposé un débat, et il m'a répondu, ce qu'il a déjà répondu à d'autres, à savoir que la chaîne de télévision n'accepterait pas. Alors je lui ai proposé une alternative. Je lui ai dit de ne pas se cacher derrière la chaîne de télévision, de sortir des plateaux de télé. J'imagine qu'il a une vie en dehors des plateaux de télévision, et de venir débattre sur un terrain neutre, dans un terrain neutre, avec voilà, des arbitres impartiaux, et sans chaîne de télévision. À la limite, on pourrait très bien organiser un débat ou une série de débats, pas seulement avec moi, et puis on l'annoncerait publiquement, et si des chaînes de télévision veulent venir, tant mieux, si elles ne veulent pas, tant pis. Mais ce n'est pas moi qui refuse le débat, c'est plutôt Éric Zemmour qui a rien à gagner à débattre avec moi. Très bien, très bien. D'ailleurs, je crois que de toute façon, vous débattez déjà plus ou moins par mail avec lui. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu de ces mails? Et il est malséant d'étaler comme ça publiquement des échanges privés, mais le gros en fait de nos échanges porte sur nos divergences. En fait, ce qu'on échange par mail, les arguments qu'on se lance, sont des arguments qu'on pourrait échanger, s'envoyer l'un à l'autre lors d'un débat public. Donc vous imaginez un petit peu les thèmes qui sont abordés, notamment sur son rôle, sur le destin de la France, sur les forces qu'il représente, son double discours,
ces falsifications systématiques des propos des uns et des autres, ce qu'il peut dire par exemple du Coran qui est erroné, ce qu'il fait dire à des intellectuels ou des savants comme Maxime Rodinson qui est absolument faux. Et par exemple, j'ai écouté le débat qu'il a eu aujourd'hui avec Michel Onfray, et dans ce débat, bon, je ne peux pas relever le nombre de contre-vérités qu'il nous a balancé à l'antenne, mais par exemple, je vous donne un exemple. Il parle d'un livre d'Henri Pirenne, le grand médiéviste belge, qui s'appelle Mahomet et Charlemagne. Alors, Éric Zemmour dit, comme Henri Pirenne l'expliquait, lorsque les musulmans ont conquis notamment l'Orient chrétien, ils ne se sont pas assimilés comme les barbares donc à la culture romaine, mais ils ont imposé leur loi, le Coran, etc. C'est faux. Je vous le dis, c'est absolument faux. Quand vous lisez Henri Pirenne, c'est le contraire qu'il dit. Henri Pirenne écrit dans son livre Mahomet et Charlemagne, lorsque les musulmans conquièrent les terres chrétiennes, ils ne sont même pas fanatiques comme les premiers chrétiens et ne cherchent même pas à convertir les populations dominées. Donc là, vous avez un exemple parmi d'autres, d'innombrables autres, d'un Éric Zemmour qui fait dire à un auteur, à un savant, le contraire précisément de ce qu'il dit dans son ouvrage. Et ça, c'est systématique en fait. Là, je vous donne un exemple, mais je pourrais, dans le préambule de mon ouvrage, vous verrez, je donne un autre exemple, celui de Maxime Rodinson, l'islamologue d'origine juive. Eh bien, Éric Zemmour tord complètement ses propos, et je les remets à l'endroit. Mais s'il fallait corriger l'entièreté des livres d'Éric Zemmour, je passerai mes journées à faire ça. Donc effectivement, je le dis, c'est un faussaire, un falsificateur, c'est un truqueur. Et je le démontre. Et là, je viens de vous le démontrer. Quand il dit par exemple aussi, vous ouvrez le Coran à chaque page, il serait écrit noir sur blanc que les musulmans doivent égorger les juifs et les chrétiens, fin de citation, c'est absolument faux. Vous pouvez ouvrir le Coran à n'importe quelle page, vous ne trouverez jamais écrit qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. Il n'y a pas un seul verset du Coran qui dit cela ou qui ordonne cela. Très bien. Parfait. C'est très clair. Donc, comme vous l'avez noté, Zemmour refuse de débattre avec vous. Par contre, et également comme vous l'avez noté, il accepte de débattre avec Michel Onfray. Donc, que pensez-vous donc du dernier entretien? Vous en avez déjà un petit peu parlé. Du dernier entretien Zemmour-Onfray et de la posture islamophile de ce dernier. La posture islamophile de Michel Onfray, je ne dirais pas que la posture de Michel Onfray soit islamophile, puisque tout ce qu'il dit sur l'islam, notamment depuis 2015, est soit faux, soit en fait complètement à charge contre les musulmans. Alors je pense que c'est le contexte actuel qui a fait mettre de l'eau dans le vin d'Éric Zemmour et de Michel Onfray. Parce qu'il y a quelque temps, avant l'attentat, Éric Zemmour disait qu'il n'y a pas de distinction entre islam et islamisme. Vous avez entendu ça. Ça fait des années qu'il répète cela. Mais depuis l'attentat, il s'est un peu calmé en disant on peut distinguer l'islam spirituel de l'islam théologico-politique et que les musulmans doivent avoir le droit de faire leurs 5 prières, etc., comme les juifs, les protestants, etc. Donc c'est le contexte, en fait, qui les a contraints à mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais depuis ces dernières années, depuis 2015, en fait, Éric Zemmour et Michel Onfray sont d'accord sur quasiment tout. Alors qu'au départ, tout les oppose. Michel Onfray est un 68ard, enfin, je veux dire, il défendait encore jusqu'à une période récente l'accomplissement des idéaux et des valeurs de mai 68. Il attaquait bille en tête le christianisme, mais il dit « Je n'écrirai plus mon traité d'athéologie aujourd'hui, car le christianisme n'est plus une force dangereuse, mais c'est l'islam qui l'est. » Je veux dire, dans les années 2000, le christianisme, le catholicisme, notamment en France, était déjà mort. Il ne représentait aucun danger. Donc,
Michel Onfray se faisait plaisir à peu de frais en réalité. Sur l'ambulance, en fait, le catholicisme, comme il l'appelle, Michel Onfray, il s'attaque maintenant à l'islam. Mais en fait, c'est totalement cohérent, puisque les laïcards, donc il est, privés de leur adversaire, à savoir le catholicisme qu'ils ont détruit. Je rappelle ici que... Alors j'ai écrit tout un livre là-dessus, La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine. C'est la République maçonnique qui a détruit le catholicisme, pas l'islam. Aujourd'hui, dans le paysage français, disons que l'islam a remplacé le catholicisme. Pas par sa vigueur, comme l'affirment Onfray et Zemmour, parce que par sa démographie, simplement, ceux qui représentent l'islam démographiquement. Mais en réalité, quand ils nous disent il y a une force extrêmement vive, puissante qu'est l'islam, etc., on a envie d'éclater de rire. Simplement, si on est sociologue ou géopolitologue, il faut, comme ils le font, ils désignent un ennemi, mais il faut le désigner précisément. Qui est l'islam? C'est le Maroc? C'est l'Égypte? C'est la Syrie? C'est l'Iran? C'est l'Indonésie? C'est qui? Il n'existe pas aujourd'hui une force islamique qui réunit plusieurs pays. Il y a un Iran chiite, jafarite, il y a le Qatar et l'Arabie Saoudite qui sont wahhabites, une hérésie qui est née au XVIIIe siècle. Il y a le Maroc et l'Algérie qui sont d'obédience malikite, une des 4 écoles du sunnisme. Vous avez la Syrie qui est un pays multiconfessionnel avec des sunnites, des alaouites, des chiites, des chrétiens et d'autres. L'islam dont il parle n'existe pas. S'il y a un islam qui pose problème en France aujourd'hui, c'est l'islam wahhabite, qui en fait n'est pas islamique, puisque les grands savants des 4 écoles sunnites dès le XVIIIe siècle puis au XIXe siècle ont qualifié cette doctrine d'hérétique. Elle n'est pas islamique, c'est pas moi qui le dis, ce sont les grands savants de l'époque. Mufti, fuqaha, shuyukh, savants. Or, ce wahhabisme, sponsorisé par les pétrodollars, Arabie Saoudite et Qatar, arrose la classe politique française, qui permet en retour à cette idéologie de s'implanter en France. Vous voyez? Et si vous cherchez dans les copinages autour de Zemmour et en fait de tous ces réseaux néoconservateurs, eh bien vous trouvez des liens avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Comme par exemple Manuel Valls, dont Éric Zemmour a fait l'éloge il y a quelques semaines pour préparer son retour en France, a signé un contrat d'armement alors qu'il était Premier ministre de 10 milliards d'euros avec l'Arabie Saoudite. Un mois avant les attentats du 13 novembre. Donc ce ne sont pas les musulmans qui représentent une force mortelle pour la France, ce sont les politiques français corrompus qui vont chercher des montres Rolex à l'ambassade du Qatar, qui touchent des rétrocommissions sur des contrats avec l'Arabie Saoudite, qui laissent pénétrer cette hérésie qu'est le wahhabisme et qui met en danger et les musulmans de France et les Français de souche, tout le monde. Voilà. Donc c'est ce discours-là qu'il faut tenir, et ce n'est pas un discours que tient Éric Zemmour, puisqu'il a encore déclaré récemment sur CNews qu'il était très favorable à une alliance géopolitique avec l'Arabie Saoudite, mais que l'Arabie Saoudite ne s'ingère pas dans les affaires françaises. Il a lu mon livre entre-temps, la version courte. Mais ce qu'il ne dit pas, Éric Zemmour, c'est que ça fait partie du package. Si vous êtes l'allié de l'Arabie Saoudite et que vous passez des contrats avec très certainement des rétrocommissions, l'Arabie Saoudite vous demande en retour de vous aligner sur sa géopolitique, qui est elle-même alignée sur celle des Israéliens, des néoconservateurs américains, et d'accepter que l'Arabie Saoudite finance des mosquées, ainsi que le Qatar, en France. Donc les premiers responsables de la déstabilisation de la France via le wahhabisme et le terrorisme, ce sont les dirigeants français qu'Éric Zemmour protège. Très bien. Et d'ailleurs, on peut préciser, vous l'avez déjà dit, que vous mettez en exergue l'ensemble de ces liens économiques dans l'extrait gratuit que chacun peut télécharger sur le site l'autrezemmour.fr. Ouais.
évidemment toutes les infos sourcées, Bien sûr. de bas de page, etc. La version courte fera environ 220 pages pour plus de 390 notes de bas de page. Version longue, je c'est- précise. Bon. Comment? Dans la version longue, hein, la version courte fait 39 pages. Voilà. Version courte, je précise, Mhm. mais qu'il y aura dans cette version courte. Première question, les frères Zemmour avec un seul M dont vous parlez et Éric Zemmour avec deux M ont une lettre qui diffère donc dans leur nom de famille. Donc comment est-ce que vous pouvez être sûr de leur filiation? Alors, c'est Éric Zemmour lui-même qui le dit. Dans l'émission On n'est pas couché. Dans la version longue, je rapporte ce passage d'Éric Zemmour qui... alors, en fait, moi, je l'ignorais. C'est-à-dire, au début du livre, je retrace la généalogie des Zemmour. Donc, la confédération de tribus des Zemmour, qui était à cheval entre l'Algérie et le Maroc actuel, qui était une confédération de tribus de brigands. Puis ensuite, je parle des frères Zemmour, mais sans dire qu'ils ont un lien de parenté avec Éric Zemmour. Or, entre-temps, j'ai découvert, et donc je l'ai ajouté dans la version longue, qu'Éric Zemmour lui-même raconte que quand il était gamin, son grand-père lui a dit que les frères Zemmour étaient les enfants d'un de ses cousins. Donc en fait, donc si ma mémoire est bonne, le grand-père d'Éric Zemmour a un cousin qui a des enfants, et les gangsters, les frères Zemmour, sont donc ces enfants-là. Donc les enfants du cousin, du grand-père d'Éric Zemmour. Alors lui-même le dit durant l'émission On n'est pas couché, c'est lorsqu'ils ont fait l'état civil, quand ils sont devenus français, quand les Juifs d'Algérie sont devenus français, l'état civil, la bureaucratie, des fois mettait un M à Zemmour et des fois deux M. Mais ils sont tous issus de la même confédération de tribus. Voilà. Parfait. Donc c'est Zemmour lui-même qui admet ce lien de parenté, même s'il est éloigné. Parfait. Merci. Du coup, une seconde question, mais vous avez déjà entamé ce thème-là. Vous dites que Zemmour travaille pour des puissances étrangères alors qu'il défend la nation française. Est-ce que vous pouvez expliquer cette contradiction? Alors, je ne dis pas textuellement puissance étrangère. Je dis qu'il travaille pour une oligarchie qui est en partie française, mais pas tout à fait française. Voilà. Qui a des origines étrangères. Et pour ce qui est de l'allégeance à un État étranger, là, je reviens en détail sur son livre, pas seulement sur son livre Destin français, mais ses autres sorties depuis 2011, où en fait il fait l'éloge de l'État d'Israël, où il dit même carrément que si la France ne suit pas l'exemple de l'État d'Israël actuel, elle s'abîme dans l'histoire. Donc ça veut dire, si la France, c'est même pas ça veut dire, je ne traduis même pas, c'est textuellement ce qu'il dit. Si la France ne suit pas le modèle israélien, elle s'abîme dans l'histoire. En fait, ce qu'essaie de faire Éric Zemmour, comme Alain Finkielkraut avant lui, comme Bernard-Henri Lévy avant lui, c'est de nous vendre un modèle ethniciste, pas assimilationniste. En fait, c'est tenir un discours de guerre civile ethnico-religieux revient non pas à faire la promotion d'un assimilationnisme, qui est lui-même fallacieux, mais de nous amener vers un modèle qui est en fait le modèle biblique, vétérotestamentaire, appliqué par l'État d'Israël. C'est-à-dire une version très éloignée en fait de la construction politique française, très bien décrite par Jacques Bainville, que Éric Zemmour pervertit là encore. En fait, Éric Zemmour, notamment Destin français, c'est une sorte de talmudisation de l'histoire de France de Jacques Bainville. Si vous lisez l'histoire de France de Jacques Bainville et que vous lisez le Destin français d'Éric Zemmour, vous voyez qu'il y a simplement une similitude dans la forme, c'est-à-dire raconter l'histoire, notamment à travers des personnages importants, mais dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est que la France a des racines hébraïques, etc., etc. Donc il parle de judéo-christianisme. Chez Jacques Bainville, comme chez le général de Gaulle, il n'y a pas de racines judéo-chrétiennes. Il y a des racines gréco-romaines, mais Bainville, comme le général de Gaulle,
exclut le judaïsme de cette généalogie française. Et lui, Éric Zemmour, comme Bernard-Henri Lévy avant lui, vient greffer cet élément judaïque à l'histoire de France. Et donc, nous faire épouser cette vision ethnique du monde. Merci. Ça, je le démontre en détail dans la version longue. Hein. Vous verrez, texte à l'appui. Parfait. Vous avez déjà commencé à répondre à la prochaine question, c'est très bien. Vous mettez justement BHL et Zemmour sur le même plan. Personne ne demande, est-ce que ce n'est pas un petit peu exagéré? Alors justement, ce que je disais précédemment, là je ne vais pas spoiler la version longue, mais dans la version longue, vous verrez, dans un chapitre, je fais une comparaison textuelle donc des écrits, d'une partie des écrits de Bernard-Henri Lévy ces dernières années, mais aussi des déclarations d'Alain Finkielkraut précédemment, et le dernier livre d'Éric Zemmour. Et vous verrez que Éric Zemmour reprend une des thèses et des arguments de Bernard-Henri Lévy. Alors je ne vais pas ici vous lire mon livre, ou la partie du livre, de mon livre où j'en fais la démonstration, mais j'en fais une démonstration qui, vous le verrez, est sans appel, sans discussion. Donc je laisse les lecteurs découvrir cela. Vous serez surpris. Donc quelque part, Zemmour néo-BHL. En fait, il s'oppose, pour être clair, en fait, il s'oppose à la marge. Il y en a un qui est cosmopolite, il le dit lui-même, Bernard-Henri Lévy, et l'autre qui est, entre guillemets, patriote, nationaliste. Mais en réalité, concernant leur discours vis-à-vis de la France, de sa genèse, des influences, pseudo-influences sur la culture française et le modèle à suivre, c'est-à-dire le modèle israélien, ils ont exactement le même discours. Mais ils peuvent s'affronter sur des sujets annexes à la marge, mais le cœur central est le même. C'est très surprenant, j'en conviens, mais il faut lire et vous verrez que ce n'est pas si surprenant. Alors, on a déjà des petits éléments d'explication dans la version courte, mais évidemment, comme vous le dites, Ouais. dans la version longue, on aura le détail. Donc, merci. Alors maintenant, je vais vous lire des commentaires. Je vais vous demander d'y réagir. Donc, premier commentaire, début de citation. Après lecture de la version courte, sans intérêt, que des raccourcis ou des extraits que l'on connaît déjà, un livre d'opinion apparemment à charge, et on sent tout au long de la lecture que le fait que Zemmour soit juif ne joue pas en sa faveur de votre point de vue. Fin de citation. Alors, bon, il y a des lecteurs, entre guillemets, qui sont des Zemmouriens. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais qui font, comme l'auteur de ce commentaire, qui font mine de ne pas comprendre, en fait, ce que je veux dire. Je ne reproche pas à Éric Zemmour d'être juif ou de nous dire qu'il est d'origine juive. Je veux dire, je lis des auteurs qui sont juifs, qui disent qu'ils sont juifs, qui ne le sont pas. Peu importe. Ce qui est grave chez Éric Zemmour, c'est qu'il tient un double discours. C'est qu'il dit « Je tiens un discours assimilationniste parce que c'est mon milieu, je suis un juif assimilé, je suis un assimilé. » Donc ça veut dire, assimilé pour lui, ça veut dire quoi? Il le dit aux populations étrangères ou d'origine immigrée. L'assimilation, c'est se dépouiller de ce qu'on est. D'accord? C'est abandonner sa filiation, ses origines, son prénom, tout ce qui peut rattacher à l'origine. Et ce qu'il reproche aux Maghrébins, c'est de ne pas se marier dans sa communauté. Il le dit. Dans Destin français, il le dit, qu'il constate que les Maghrébins se marient entre eux. C'est-à-dire mariage endogame, un Maghrébin qui se marie avec une Maghrébine. Donc ça, c'est le discours d'Éric Zemmour. Mais si on se penche sur la vie d'Éric Zemmour, pas pour le plaisir de se pencher sur sa vie privée, mais simplement vérifier si ce qu'il prône
correspond à ses actes. Or, ce n'est absolument pas le cas. Quand il dit « je viens d'un milieu assimilé », Éric Zemmour a fréquenté pas une, mais 2 écoles juives. Lucien de Hirsch et Yavne, qui a été fondée d'ailleurs par le couple Picard. Information que m'a transmise fait document. Il a été dans 2 écoles communautaires. Bon, je veux dire, quelqu'un qui vous dit « je suis un assimilé » et qui, en fait, vous apprend très tardivement, parce que, je vais revenir là-dessus quand même. Lors d'une interview accordée à Actualité Juive en 2006, il parle de cela. Donc, quand il s'adresse à un média communautaire, il leur dit « j'ai passé mon enfance dans 2 établissements remarquables, Yavne, Lucien de Hirsch », 2 établissements communautaires où les enfants portent la kippa. D'accord ? Or, il n'en a jamais parlé publiquement. Il a fini par évoquer une des écoles, Lucien de Hirsch, dans l'introduction de son livre Destin français, paru en 2018. C'est un peu tard quand même. Mais il le fait à dessein, c'est-à-dire qu'il parle d'une école privée, au lieu de dire école juive, clairement, école communautaire juive, il dit l'école privée Lucien de Hirsch, où j'ai découvert de nouveaux ancêtres, Abraham, Moïse et les patriarches et les grands prophètes, sous-entendant que mes ancêtres sont les Gaulois et j'ai découvert à l'école que j'avais d'autres ancêtres, mais que ce n'était pas incompatible. Et c'est là, en fait, qu'il en vient au discours judéo-chrétien. Vous voyez ? Donc il utilise une partie de la vérité sur son enfance pour construire un discours judéo-chrétien. Mais, je précise que jamais Éric Zemmour, en tout cas à ma connaissance, on peut me le dire si je me trompe, j'ai pas tout écouté d'Éric Zemmour, heureusement, mais je ne l'ai jamais entendu parler de ça à la télévision. Parce que l'écrire en préambule d'un ouvrage de 500 pages que des centaines de milliers de personnes vont acheter, mais pas forcément lire, et faire des déclarations publiques sur un plateau de télévision, c'est 2 choses totalement différentes. Donc moi j'aimerais bien qu'il nous parle, Éric Zemmour, des écoles communautaires juives, Lucien de Hirsch et Yavne, où il a passé son école. Maintenant, c'est pas terminé. Supposons, ses parents l'ont placé dans des établissements privés communautaires, il n'en est pas responsable, malgré qu'ils disent que c'est ses parents qui lui ont appris l'assimilation. Drôle de manière de s'assimiler, de son point de vue, parce qu'il nous dit que l'assimilation, c'est oublier ses origines. Moi, je veux bien, mais il y aurait une assimilation pour tous les autres, et une assimilation, à géométrie variable, en fait, adaptée pour Zemmour et sa famille, soit. Éric Zemmour aurait très bien pu choisir de se marier à une Française catholique, puisque c'est un assimilé. Or, Éric Zemmour est marié à une juive séfarade, donc de sa communauté. Il reproche aux Maghrébins, qui, en fait, si on regarde les statistiques, sont à plus de 20% en union libre avec des Françaises de souche, donc, comme l'explique Emmanuel Todd dans son livre qui est Charlie, les Maghrébins, donc de 2e génération, sont plus assimilés qu'Éric Zemmour. C'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Todd, le démographe et l'anthropologue. Il dit qu'ils sont plus assimilés qu'Éric Zemmour. Ils sont même plus assimilés qu'Alain Finkielkraut, parce que lui-même s'est marié dans sa communauté. Donc on a des gens qui nous donnent des leçons, qui disent aux Maghrébins qu'il faut qu'ils se marient avec des Françaises de souche, ce qu'ils font pour une bonne partie d'entre eux, mais eux-mêmes, Éric Zemmour, se marient dans leur communauté. Il aurait aussi bien pu s'assimiler complètement, se convertissant au catholicisme, mais ce n'est pas le cas non plus. Pourtant, il ne croit pas en Dieu. Alors, Éric Zemmour le dit lui-même, je le rapporte dans la version longue du livre, lors d'une interview, il a des vaisselles séparées, parce qu'il est dit dans la Bible « tu ne mangeras pas le veau dans le lait de sa mère ». Donc il respecte les mitzvot, les commandements de la religion juive. Il respecte apparemment le Shabbat. Il va à la synagogue. Il a fait les bar mitzvah de ses fils, sans être croyant. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui n'est pas assimilé,
qui est endogame, puisqu'il se marie dans sa communauté, et qui est de surcroît un tribaliste, puisqu'il s'est marié avec une juive, il fête les bar mitzvah, il respecte les lois juives, sans être croyant lui-même. Donc là, on a affaire à un tartuffe incroyable. Je veux dire, il faut quand même le faire. Donc, pour répondre à tous ces gens qui écrivent ce genre de commentaires qui sont des Zemmouriens, je leur dis, non, alors, lisez véritablement ce que j'écris. Je ne reproche aucunement à Éric Zemmour d'être juif, ni même d'être croyant, ce qu'il n'est pas. Je lui reproche de tenir un double discours sur cette question. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et je crois que de toute façon, vous décrivez une partie de cette enfance dans la version courte, où il y a évidemment toutes les preuves qui vont avec. Donc... Tout à fait, il y a une copie de l'interview qu'il a accordée en 2006 à Actualité Juive, document que j'ai trouvé dans les archives de Faits et Documents, auxquels j'ai eu accès. Je remercie d'ailleurs la rédaction de Faits et Documents, et j'ai mis dans la version courte comme dans la version longue, bien sûr, la copie de cette interview qui est introuvable sur Internet. Très bien. Parfait. Donc je vous propose de passer au second commentaire. Début de citation. Vous reprochez à Zemmour de ne pas dire d'où il parle. Il serait intéressant de savoir la même chose pour vous. Merci beaucoup pour vos excellents bouquins. D'accord. Alors, d'où je parle, donc je l'ai dit, hein, je suis un chercheur, géopolitologue, historien. Pour ce qui est de mes origines, c'est un secret pour personne, je suis d'origine marocaine, je suis même né au Maroc, donc je suis un immigré, je ne suis même pas de la deuxième ou de la troisième génération, je suis vraiment un immigré, donc c'est vrai que je ne colle pas trop au modèle, ou en tout cas à l'idée que peuvent se faire certains des Maghrébins en France. Mes parents ne sont pas venus en France dans les années 70. Moi, je suis venu avec toute ma famille à la fin des années 80, début des années 90. Donc, je suis un cas un peu particulier. Donc, je suis musulman. Ça non plus, ce n'est pas... voilà. Et pour ce qui est de... si on veut comparer mon parcours scolaire à celui d'Éric Zemmour, quand je suis venu en France, mon père m'a placé dans une école catholique. Donc, j'ai fait toute mon école, donc depuis la maternelle jusqu'au collège, dans une école catholique avec des cours de catéchèse et des bonnes sœurs. Ensuite, j'ai fait aussi collège public, donc j'ai tout fait. J'ai fait école catholique, j'ai fait collège public à Paris et j'ai passé tout le reste de mon adolescence, à partir de 14 ans, en banlieue. Et donc j'ai fait le collège, la suite du collège, en banlieue parisienne. Donc je connais bien les gens de banlieue, j'ai passé toute mon adolescence, je connais bien les catholiques, je connais bien Paris, je connais bien les immigrés, je connais assez bien le Maroc, toute ma famille est là-bas, donc je suis le résultat de l'interconnexion de ces deux cultures, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut pas... Alors, en tant qu'historien, je vais vous rappeler le temps long. Oui, précision aussi sur mes origines, pour être bien précis, je suis amazigh, je suis berbère. Donc je suis, contrairement à ce que dit Éric Zemmour, où il essaie d'opposer en fait les berbères et les arabes, vieille stratégie israélienne qu'on retrouve d'ailleurs dans le plan Odedinod, moi je suis berbère, mes deux parents le sont, ma langue maternelle est le berbère, l'amazigh, et je suis musulman. Donc il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Et les liens en fait qu'il y a entre les deux versants de la Méditerranée remontent à l'Antiquité. Vous savez, le roi, comment il s'appelle, Massinissa, un grand roi berbère numide, recevait à sa cour des philosophes grecs. Il y a eu des berbères qui se sont hellénisés et qui sont devenus, par exemple, des poètes. Il y a eu des relations assez longues entre l'Empire romain et le monde berbère numide et maure. La Maurétanie, ce qu'on appelle la Maurétanie, c'est le Maroc. Et la Numidie, c'est toute l'Algérie actuelle avec la Tunisie. Donc il y a eu des alliances avec Rome, il y a eu des guerres
contre Rome. Il y a eu les fameuses guerres puniques contre Hannibal, où il y avait les Numides et les Romains alliés contre les Carthaginois. Et donc, il y a eu des connexions, des liens culturels très forts. Je rappelle par exemple que saint Augustin est un Numide, grand théologien chrétien, est un Numide, berbère. Saint Cyprien aussi, grand théologien, était un Numide, un berbère. Et ces liens civilisationnels n'ont jamais disparu, parce que même après l'avènement de l'islam, même si effectivement il y a eu des guerres, mes ancêtres, les morts, ont envahi l'Espagne, ce ne sont pas les Arabes qui ont envahi l'Espagne, ce sont les morts. Il y a eu comme à l'époque romaine, entre les Numides et les Romains, il y a eu des alliances, il y a eu des guerres. En tout cas, il y a eu de tout temps des liens culturels très forts, très, très importants. Et je suis le fruit de cette longue histoire. Donc, contrairement à Éric Zemmour, je ne prône pas l'assimilation. Moi, je prône plutôt l'établissement, le maintien ou le rétablissement de ces ponts culturels et civilisationnels, plutôt qu'un double discours où je me présenterais comme un assimilé français qui donnerait des leçons de francité aux Français et qui les pousserait dans une guerre contre X. Non, je ne suis pas du tout dans cette démarche. Je m'inscris dans cette histoire de longue durée que je vous ai brièvement exposée. Parfait, je vous remercie, c'était très clair. C'est la première fois que j'en parle, donc voilà. Exclusivité pour ce live. Merci beaucoup. Non, mais on ne m'avait jamais posé la question, donc voilà, je réponds à cette occasion. Parfait. Donc, on s'achemine vers la fin de ce live. Alors, je remercie évidemment tous les téléspectateurs. On a encore 10 minutes. On a encore 10 minutes. Ouais. Avez-vous un dernier mot, quelque chose que vous voulez rajouter? Non, je pense que c'est... Enfin, s'il y a une autre question, j'y répondrai, sinon on peut s'arrêter là. Je pense que ma dernière réponse peut servir de conclusion, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, très bien. Donc, pas de questions sur le chat. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Youssef Indy. Merci à vous. Je précise évidemment que ce chat, que ce live, sera disponible sur votre chaîne. Oui, ma chaîne Indy Youssef, ou Youssef Indy, vous pouvez la trouver facilement. Voilà. Et n'oubliez pas de télécharger la version courte et gratuite du livre L'autre Zemmour sur le site l'autrezemmour.fr en attendant la sortie du livre dans sa version complète qui est prévue pour janvier si Dieu veut. Parfait. Et je précise également que sur le site l'autrezemmour.fr, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui nous permettra de vous tenir au courant de la sortie du livre et de l'endroit où vous pourrez vous le procurer. Tout à fait. Merci à tous et bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci. Merci à tous.